C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu. Merci d'être avec nous, la fête est belle. Et cette 36e édition est placée sous la présidence de Didier Decoing. Nous nous retrouvons ici sur les escales littéraires. En partenariat avec Web TV Culture et le Crédit Mutuel Océan. Et la thématique que nous déclinons avec nos trois nouveaux invités, famille de cœur, famille de sang. Et pour nous parler de cette thématique, Lorraine Fouché, votre nouveau roman aux éditions Héloïse d'Ormesson, Du goût pour le bonheur. Merci Christophe Boltanski d'être également avec nous cet après-midi. Votre actualité chez Stock, c'est Le trait de côte. Et puis Olivier Adam, qui a aussi la gentillesse d'être avec nous ce week-end à Montaigu et toute la vie devant nous aux éditions Flammarion. Je vais me permettre de commencer par Lorraine, messieurs, vous ne m'en voudrez pas, mais on va essayer d'être un petit peu galant quand même pour démarrer cet après-midi. Lorraine, c'est un rendez-vous que vous affectionnez, Montaigu. Vous êtes là pratiquement tous les ans, puisque vous avez pratiquement tous les ans une actualité. Et là, c'est la famille, elle est souvent au cœur de vos histoires, c'est vrai. Mais là, c'est une famille un petit peu particulière que vous allez nous raconter, parce qu'il est question d'adoption. Expliquez-nous un petit peu qui sont les personnages, notamment Rose, Oscar, Max et Piou, qui sont dans vos pages. Alors, Max, Oscar et Rose sont des enfants de 15 ans, des ados qui ont une amitié aussi solide qu'une maison de pêcheurs en Bretagne, ou en Vendée d'ailleurs. Et ils se disent, on va rester amis toute la vie. Et dans 2 ans après le bac, on va aller vivre à l'île de Groix. Et puis, il se passe des événements qui malheureusement vont faire voler le trio en éclats. Rien de ce qui était prévu ne va se dérouler. Et 20 ans plus tard, ils vont se retrouver à l'île de Groix. Ça va changer leur vie. Mais il y avait un père, un parrain et une maman, parce que Rose va attendre un enfant à 15 ans. Et la donne va changer puisque le parrain voudrait devenir papa. Ce qui veut dire qu'on est sur un roman en 2 temporalités, parce qu'on les découvre lorsqu'ils sont en fin d'adolescence, en début d'âge adulte, et puis on va les retrouver ensuite, plus tard, lorsqu'ils se sont un peu cabossés avec la vie, et puis il y a effectivement cette petite fille qui est née, et vous allez nous parler, je ne trahis rien, parce que ça arrive relativement vite dans le roman, mais vous allez parler d'une forme d'adoption qu'on connaît peut-être assez peu. C'est vrai, c'est l'adoption simple. En fait, en France, légalement, on a le droit d'avoir 2 papas et 2 mamans. Ça veut dire que dans ce livre, comme dans ma réalité à moi je suis devenue maman cette année, là Max va devenir papa. En fait, c'est le parrain de cette jeune fille qui l'a vu grandir. Et puis un jour, il bavarde avec elle devant un ami notaire. Il lui dit « Oh, dommage que je ne puisse pas t'adopter », comme une boutade. Et le notaire dit « Bah si, tu peux ». Et Max dit « Bah non, elle a un père ». Et le notaire dit « Et alors, elle peut en avoir 2 ». Et voilà, donc l'adoption simple, c'est une adoption possible en France. Évidemment, c'est pas juste parce qu'un enfant ou un jeune adulte nous plaît. Il faut l'avoir accompagné, l'avoir vu grandir, avoir eu une place importante dans sa vie. Mais voilà, donc c'est pas adoption pour les nuls, mais c'est une aventure d'adoption avec l'île de Groix, parce que je ne peux pas m'empêcher de la mettre. Alors on reparlera de l'île de Groix, on parlera de votre écriture, et puis on parlera bien sûr de ces personnages. Là, dans cette histoire, vous nous racontez un peu la famille, celle que l'on a, celle que l'on se construit, et puis je le disais, 2 temporalités, parce qu'au début, Rose, Oscar et Max, on les découvre lorsqu'ils vont partir dans l'âge adulte. Et là, Olivier Adam, je me tourne aussi un peu vers vous, parce que dans votre histoire, il y a aussi ces jeunes que l'on découvre, on va les suivre sur plusieurs années. C'est une bande d'inséparables. Et Ouais. puis la vie malheureusement va faire que parfois les choses ne sont pas aussi simples, mais il y avait cette envie de raconter une histoire d'adolescence, d'amitié. En tout cas, c'était l'envie de travailler sur un trio qui se rencontre, ils ont 10 ans, en 1985, et un mélange de circonstances, un secret et un drame qu'ils vont traverser ensemble, et des aspirations communes et pas si communes à la fois dans leur milieu, vont créer une espèce de pacte entre eux, un peu à la vie et à la mort. Ils décident un peu qu'ils seront amis, et on va les suivre comme ça de 1985 jusqu'à 2025. Et on va suivre aussi tout ce qui fait l'histoire d'une amitié, les trahisons, les mensonges de réconciliation, les engueulades. Et puis bon, c'est aussi 2 garçons et une fille, et ça rappelle un peu Jules et Jim ou César et Rosalie. Et donc évidemment,
il se peut que l'amour s'en mêle. On parlait de ces familles que l'on se construit et de ces familles que l'on a. Ces trois jeunes, à la vie et à la mort, c'est une histoire d'amitié. Ils se construisent une sorte de famille. Mais en parallèle, on découvre aussi les familles d'où ils viennent et ils sont d'univers très différents. Alors justement, non, ils sont précisément quasiment du même univers. Mais ils ont des parcours. Vu de l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire qu'ils l'intérieur, grandissent tous les trois et se rencontrent dans le même lotissement de banlieue. Les maisons sont absolument identiques et les parents font partie du même milieu socio. Mais une fois qu'on ferme la porte de la maison, après, ce c'est qui se pas passe pareil. sous les toits, évidemment, on va décider. Ils vont suivre les mêmes écoles, le même parcours au collège, au lycée, mais bien sûr, ce qui va leur donner plus ou moins d'assurance, de chance, de blessures, de failles, c'est ce qui se joue sous les toits. Et puis, ce que je voulais aussi raconter en les suivant sur 40 ans, c'était les évolutions à travers eux de la société et justement du rapport à l'amitié, mais aussi du rapport à la famille, du rapport à la paternité, du rapport à la sexualité, du rapport au travail, et faire une espèce de traversée comme ça du pays avec un échantillon comme ça de trois enfants qui sont vraiment nés au même endroit au même moment, et essayer de sculpter ce qui fait que parfois on suit ses rêves et on les touche du bout du doigt, parfois on les rate de peu, parfois on prend d'autres directions, quoi. Un petit peu comme Lorraine d'ailleurs, il y a deux temporalités aussi dans votre roman. On va essayer de pas trop en dire bien évidemment, mais vous l'avez laissé entendre, il y a cette amitié que l'on veut indéfectible, cette amitié à la vie à la mort, et puis la vie fait que à un moment. Et ce qui veut dire que ces personnages, on va les retrouver à l'âge adulte et où ils se posent certaines questions. Vous aviez aussi envie de revenir en arrière. Oui, c'est un livre un peu rétrospectif, c'est-à-dire que on comprendra pourquoi l'un des trois ne prend pas la parole, mais c'est un livre où deux membres de ce trio décident de se raconter l'un à l'autre dans des circonstances qu'on découvrira à la fin du livre, et pour des raisons qu'on découvrira à la fin du livre. Ils vont décider de se raconter l'un à l'autre leur propre histoire. Et du coup, d'en éclairer les zones d'ombre, de lever des non-dits, des malentendus, et aussi, avec leur regard d'aujourd'hui, sur des façons de penser et d'être d'hier, qui ont touché chacun d'entre eux, et avec souvent cette espèce de d'effarement sur la manière dont la société a changé et comment ces changements de la société se ressentent au plus profond de l'intimité, de leur amitié, de leur amour familial, etc., de leur deuil, de leur histoire amoureuse, etc. Voilà, et c'est aussi un regard d'aujourd'hui sur les années 80, puis 90, puis 2000, etc. Je reviendrai vous chercher là-dessus parce que effectivement, pour nous qui avons grandi dans les années 80, ce livre rappelle forcément beaucoup de souvenirs et ça procède au charme de votre livre. Christophe Boltanski, ça fait résonance forcément ce que vous entendez ici parce que on parle aussi de la famille dans votre roman. Et là, c'est un roman, même si on le sent très bien, cette histoire vous touche de très près. On se souvient d'un précédent titre, La Cache. Et là, changeant de côté de famille, vous nous entraînez dans une histoire. Vous nous emmenez en Normandie, du côté de Barfleur, avec une maison qu'on va appeler la maison du douanier, un peu abandonnée, où on va retrouver des photos, où on va retrouver des lettres. Et puis, ça va être l'occasion pour le narrateur de tirer un fil pour faire renaître de chairs disparues, en quelque sorte. Oui, tout à fait. C'est une maison hantée. Et vous savez, elle est hantée dans la mesure où vous savez que des êtres ont vécu dans cette maison, des êtres qui ont peu été évoqués, dont le récit n'a pas été transmis, mais qui sont là, qui flottent, et dont vous avez perçu quelques bribes. Et un jour, je découvre dans cette maison des poèmes qui ont été écrits à la main, qui datent des années 1929-1930. Qui sont des très beaux poèmes, un peu des vers libres à la Pierre Reverdy. Et donc c'est le point de départ un peu de ce livre. C'est comme si l'un de ces fantômes, pour la première fois, parlait. Voilà, que j'entendais sa voix et je vais essayer de trouver l'auteur l'autrice de ces poèmes. Et cette maison est hantée parce que c'est une famille. Le grand-père est douanier. Il a 3 enfants, il a de grands espoirs pour ses filles notamment, et cette famille va être frappée par une terrible maladie qui s'appelle la tuberculose, qui va faire des ravages dans tout l'ouest de la France pendant l'entre-deux-guerres, et cette maladie va tout bousculer. Ça va être à la fois une catastrophe, un drame, et aussi une ouverture extraordinaire pour ces enfants qui
qui vont partir, qui vont aller de cure en cure, d'établissement thermal en sanatorium, et qui vont aussi découvrir à cette occasion plein de choses. C'est une histoire, même si c'est un narrateur, même s'il est bien marqué roman sur la couverture, c'est une histoire qui vous touche de près. Et j'ai cité La Cache, qui était l'un de vos précédents titres. Pourquoi ce besoin de revenir vers vos racines, de revenir vers ceux qui vous ont précédé, de leur redonner vie? Pour plein de raisons. D'abord, il y a une raison littéraire. Vous savez, Flaubert disait « Je voudrais pouvoir écrire un livre sur rien ». Et je ne dis pas que mes ancêtres n'en ont rien laissé, mais ils n'ont pas laissé grand-chose, comme dans beaucoup de familles. C'est des petits riens. Et j'avais le projet donc d'écrire ce livre à partir de ces petits riens, de ces traces, de toutes les traces qu'ils ont laissées dans cette maison, qui sont nombreuses. Hein. C'est des lettres, mais des lettres où on dit beaucoup de choses, mais pas l'essentiel. Des photos, toutes sortes de factures. Et donc j'essaye de reconstituer leur vie à partir de ces petits riens. Et c'est aussi, comme toujours, hein, quand on essaye d'entrer dans l'histoire de sa famille, c'est une sorte d'archéologie intérieure. Ce sont mais les miens, ce sont des autres, mais des autres qui sont aussi en moi, qui peuvent aussi expliquer toute une histoire familiale, qui peuvent expliquer, parce que ce silence, ce traumatisme, évidemment, se transmet d'une génération à une autre. On reviendra vers vous dans un instant parce qu'il y a les personnages, mais il y a aussi toute une ambiance et des décors qui sont partie prenante dans votre écriture. Lorraine, on parle des décors, on parle des ambiances là avec Christophe. Vous, depuis plusieurs années maintenant, vous aimez nous emmener sur cette île de Groix que vous affectionnez particulièrement, même si vous n'êtes pas groisillonne d'origine, mais c'est un peu votre deuxième patrie. Ce qui ne vous empêche pas, au gré des romans, parfois de nous mettre aussi dans d'autres décors. Mais pourquoi cet attachement à cette île bretonne ? Mais parce que je mets à peu près 1 an pour écrire un livre et j'ai tellement de plaisir, que je sois à Groix ou que je n'y sois pas, à ouvrir mon ordinateur et à y plonger, que de temps en temps je me dis il faut écrire une histoire qui se passe ailleurs. Donc il y a 3 ans je suis allée en Laponie, mais c'est mon endroit juste et parfait. J'ai envie de le partager avec les lecteurs et j'y suis bien. Donc j'ai envie que soit mes personnages y soient bien, soit ils le découvrent. Et puis même une île de 8 km sur 4 a des perspectives différentes, il y a des familles différentes, il y a des histoires différentes. Donc j'ai tellement de bonheur à écrire et à raconter que je me facilite la tâche en situant mes livres dans un endroit qui est non pas mon paradis, c'est pas une utopie, une île c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est profond et intense. Et elle vous inspire. C'est sûr. Vous êtes romancière à 200%. Néanmoins, vous avez commis un livre qui vous était très personnel, mais qui était un livre de souvenirs dédié à votre père, Christian Fouché, qui fut ministre du général de Gaulle. Mais c'était vraiment un livre de souvenirs. Néanmoins, dans ce que sont vos romans, il y a parfois un petit peu de vous, puisque vous qui avez été médecin urgentiste, il y a souvent des personnages de médecins. Celui-ci est peut-être l'un de vos romans le plus personnel, parce que, et là encore, je ne trahis aucun secret, puisque vous l'avez évoqué dans d'autres interviews, cette histoire d'adoption simple que vous avez racontée, c'est quelque chose que vous avez vous-même vécu. Oui, parce que moi, je n'avais pas d'enfant. J'avais 28 romans. Donc, j'étais mère de famille nombreuse de papier. Et puis, comme j'ai découvert cette année, comme je vous le racontais, avec un notaire en disant « J'aurais voulu dommage que je ne puisse pas t'adopter, mais tu peux », je suis donc devenue maman d'une jeune femme de 23 ans. Et j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Et depuis que le livre est sorti, depuis 1 mois et demi, j'ai déjà eu 6 lectrices qui, soit lisant mon livre, soit m'entendant en parler, m'ont écrit en disant « Nous avons lancer une procédure d'adoption. » Parce que beaucoup de gens ne savent pas que cela existe. Donc, je suis contente d'avoir mis ma pierre à l'édifice un peu. Et puis, on met toujours de soi. Et j'ai découvert vraiment que l'amour ne se partage pas comme un gâteau. Vous savez, on a vu une brioche vendéenne énorme à l'accueil. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. L'amour, non, il est inépuisable.
Lorsque vous êtes en écriture, dans quel état d'esprit êtes-vous? Et puisque justement dans ce roman, vous vouliez raconter un événement qui vous touche de près, ce livre a-t-il été différent à écrire des précédents? Alors, je viens là, le 1er mai, de commencer à écrire le prochain. Quand je commence à écrire un livre, celui-là ou un autre, j'ai jubilation et doute. Jubilation parce que je suis fébrile et contente à l'idée d'essayer d'approcher de plus près le livre que j'ai envie d'écrire. Et puis doute à chaque fois, même si c'est le 27e, parce que je me dis, mais peut-être que ça n'a aucun intérêt, que cela ne va intéresser personne. Et pourquoi aurais-je l'arrogance de penser que ça peut faire un livre juste parce que j'en ai envie? Et à chaque fois, j'ai les mêmes doutes et la même joie. En tout cas, merci de votre fidélité à Montaigu, Lorraine, puisque vous êtes présente quasiment tous les ans. Christophe Boltanski, je reviens vers vous. On parlait, puisque nous évoquions l'île de Groix. Je disais dans votre roman que les ambiances sont très importantes. Il y a l'histoire que vous nous racontez, il y a deux lectures, hein. Il y a cette famille, les fils que vous tirez pour faire renaître ces personnages. Et puis il y a aussi cette balade dans laquelle le narrateur, qui vous ressemble étrangement, tiens donc, la balade dans laquelle le narrateur nous entraîne, cette balade sur la côte. Et puis il y a d'autres décors qui vont prendre place au fil de l'intrigue. Ça, c'est important aussi pour vous, les ambiances. C'est plus que des ambiances. Je pense que parce que souvent la nature ou même les maisons peuvent servir de décor dans la littérature. Là, ce sont presque des personnages. Il y a quelque chose de très organique. Et là, il s'agit effectivement d'un petit port de pêche qui se trouve au bout d'une presqu'île et qui est menacé aujourd'hui par la montée des eaux et par l'érosion. Et c'est aussi un des fils du livre. C'est une façon de lutter contre l'effacement, ce livre. Cette maison qui en même temps paraît comme ça très solide, qui est en granit, comme toutes les maisons qui l'entourent, est bâtie sur un polder, et donc elle est condamnée à une échéance plus ou moins lointaine. Et je voulais en fait suivre notamment un des personnages du livre, qui est Ernest, cet arrière-grand-père, qui est des douaniers sur une côte déchiquetée, qui est célèbre pour ses contrebandiers, ses naufrageurs, ses pilleurs de grève. Et donc le douanier est quand même en général une figure assez détestée dans cette région. Et je le suis sur son fameux parcours, son fameux chemin du douanier qui aujourd'hui est en train de disparaître. Les personnages sont là, les paysages, vous le dites vous-même, sont quasiment des personnages. C'est un roman dans lequel on prend le temps. Si vous deviez définir votre écriture, que diriez-vous? Je pense que moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est le déploiement. Je crois que c'était Baudelaire qui disait, il disait ça à propos des poètes, mais je pense que ça vaut aussi pour les écrivains. Il disait, il faut regarder toute chose avec un regard d'enfant, comme c'était la première fois que vous le voyez. Et c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, rien ne doit être évident quand vous écrivez. Vous devez regarder ces choses comme si c'était effectivement la première fois. En faisant renaître certains des personnages de votre entourage, en donnant la première place aux paysages et aux ambiances, parleriez-vous d'une douce mélancolie dans votre travail d'auteur? Oui, j'espère qu'il y a quand même aussi de l'humour, hein. Il n'y a pas que de la mélancolie. J'ai dit douce mélancolie. Mais oui, c'est vrai que dans ce livre, je raconte des gens qui sont mes ancêtres, mais que je ne connaissais pratiquement pas ou peu, et que j'ai appris à connaître, et qui m'ont extrêmement ému les uns et les autres. Et les livres, je pense que c'est aussi fait pour ça. C'est fait pour mettre des souvenirs, des gens, des êtres, des histoires, des récits en sûreté dans les pages d'un livre. Donc, je vais vous poser la même question, Olivier Adam. Je vais reprendre ce terme de douce mélancolie, parce que là, on revient en arrière, on revient dans les années 80, on revient sur cette bande d'amis, ces trois amis, et puis lorsque le livre démarre, il n'y en a que deux qui prennent la parole. Donc on pourrait se dire que la nostalgie tient la première place dans votre livre, mais on va bien au-delà, parce qu'il y a des passages qui sont très lumineux, il y a beaucoup de musique, puisque vous faites revivre aussi les années 80. Dans quel état d'esprit étiez-vous lors de l'écriture du livre? Je pense que peut-être c'est les 50 ans, mais il y a eu on commence à avoir
perdu des gens, perdu pas mal de souvenirs qu'on aurait dû noter et mettre bien en sûreté. On commence à avoir des fantômes, des souvenirs un peu trop flous. Et je pense vraiment que j'ai eu l'envie de... Non pas d'aller vers une nostalgie du regret, du c'était mieux avant, parce que les années 80 et 90 que je les décris, je crois, aussi dans tous leurs mauvais aspects aussi. Mais il y avait cette envie comme ça de faire un livre où je pourrais mettre en sûreté, derrière divers masques, le masque de Paul qui est soi-disant mon double, mais bon, mais aussi le masque d'Alex et de Sarah. Tout un ensemble de sensations, de gens, de moments qui sont encore à peu près à portée de souvenirs et que je sens qu'ils vont bientôt complètement s'effacer. Donc voilà, avant qu'il soit trop tard. Il y avait l'idée d'écrire ce livre avant qu'il soit trop tard. Ouais. C'est famille de cœur, famille de sang, c'est la thématique de cette rencontre que nous faisons tous les quatre. Mais c'est vrai qu'il y a cet autre point commun, c'est que même si vous nous présentez des romans, vous êtes peu ou prou présent dans ces histoires. Vous reparlez de ce personnage de Paul, et ça, c'est une sorte de fil conducteur dans votre écriture, Olivier Oui, Adam. dans certains de mes livres. Parce que c'est vrai que ce personnage oui. de Paul, vous le dites, on le présente un peu comme votre double, il revient de façon assez récurrente. Oui, bah moi-même je l'utilise comme un double, mais c'est un double qui me permet de tester des vies potentielles. Il m'emprunte mon caractère, pas mal de caractéristiques, des lieux où j'ai grandi, où j'ai vécu, mais je m'autorise toutes les anicroches à la réalité, tous les moments. Et dans ce livre-là, j'essaye de travailler tous les endroits où le chemin que j'ai pris aurait pu être un autre. Et donc je l'explore soit à travers Paul, notamment sur la question de sa relation avec Sarah, qui n'advient jamais dans le livre, et qui dans ma vue est advenue, ce qui fait une grosse différence. Un peu l'idée de se raconter ce qu'aurait été sa vie si on n'avait pas à ce moment-là fait ce geste-là, mais on avait pris une autre décision. Et puis aussi à travers les deux autres personnages, parce que comme ils viennent exactement du même milieu et du même endroit qu'est l'endroit dans lequel j'ai grandi et dont je suis issu, il y avait aussi l'idée de ce qui fait que j'aurais pu épouser une autre trajectoire. Voilà. Vous avez aujourd'hui une bibliographie conséquente, vous avez parlé de la cinquantaine, donc on comprend aussi que c'est peut-être un moment où on regarde de temps en temps en arrière ce qui s'est passé. Que vous a apporté l'écriture dans votre vie ? Moi, elle m'a apporté d'être enfin présent à moi, au monde et aux autres. Voilà. J'ai pas d'autre, et encore aujourd'hui, j'ai pas d'autre moyen d'être vraiment aussi présent qu'il le faut. J'ai besoin de ce truchement-là, quoi. J'ai besoin de ce biais-là pour. C'est Annie Ernaux qui dit pour qu'une chose soit. Il faut qu'elle ait été écrite pour avoir été vraiment vécue d'une certaine manière. Voilà. Alors je sais pas si c'est une infirmité ou un avantage, mais c'est évident que. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu vraiment cette sensation qui me renvoie à un mot d'enfant qu'avait eu mon beau-frère aujourd'hui. Il voyait pas bien. Mais personne ne s'en était rendu compte. Et un jour, ils l'ont emmené chez l'ophtalmo, lui ont mis des lunettes et il s'est tourné vers ses parents, il a dit « Ah, vous voyez comme ça, vous ?» Voilà. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était ça. C'est « Ah, vous sentez, vous respirez, vous comme ça, vous ?» Voilà. L'écriture est un besoin, et pour nous, lecteurs, les livres sont aussi un besoin. Votre actualité, Olivier Adam, aux éditions Flammarion, ça s'appelle « Et toute la vie devant vous ». Merci Lorraine Fouché d'être présente cette année encore à Montaigu, et merci pour la générosité de votre écriture, du goût pour le bonheur aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis Christophe Boltanski, on retrouve toute la sensibilité de votre écriture avec ce qui est aussi votre nouveau titre, Le trait de côte, aux éditions Stock. Merci beaucoup à tous les trois, bon salon, et puis merci à vous de votre attention.